Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Mardi 6 mars, à la une de l'actualité, les derniers foyers d'incendie ont été maîtrisés dans le dépôt de munitions de Brazzaville. Mais la crainte que l'histoire se répète existe. Les autorités, elles, se veulent rassurantes. Au Sénégal, alors que le Conseil constitutionnel vient de donner les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle, l'heure est à la mobilisation des abstentionnistes. Et puis, sur le conflit malien, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Djibril Basselé, demande un cessez-le-feu immédiat pour mieux comprendre les enjeux de ces affrontements entre rebelles du MNLA et armés. Dans ce journal, nous accueillerons Gabriel Barga. Mais avant, ouvrons avec la République du Congo. 2 jours après l'explosion d'un dépôt de munitions qui a ravagé le quartier de Mpila à Brazzaville, certains craignent une nouvelle explosion dans un deuxième dépôt, non loin de là. Mais les autorités, elles, se veulent rassurantes. Christina Okello. Éteindre le dernier foyer d'incendie pour empêcher toute propagation, c'est l'objectif fixé par les autorités congolaises. Car le risque d'une deuxième explosion est bien réel. Le feu qui a ravagé dimanche un dépôt de munitions dans les quartiers de Mipila pourrait atteindre un deuxième dépôt situé à seulement 100 mètres de loin. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, se veut rassurant et a annoncé l'ouverture d'une enquête. La situation est sous contrôle. Il s'agit d'un accident qui s'est produit dans un camp avec l'explosion d'un dépôt de munitions. Il s'agit de cela. C'est un problème important, grave. Et je pense que nous allons y faire face avec le soutien de tous nos amis de par le monde. Je sais que nous bénéficierons aussi de ce soutien-là. Des équipes médicales marocaines et françaises sont arrivées ce mardi à Brazzaville pour apporter une aide d'urgence. Dans les décombres, les secouristes dépassés espèrent des miracles, mais retrouvent surtout des cadavres. Plus de 150 morts ont déjà été signalés. Tout a été détruit. Je venais de prendre un crédit et mon argent est parti. Je voulais bien vivre avec ma femme et mes enfants, mais j'ai tout perdu. Tout. Un court-circuit serait à l'origine de l'incendie, mais l'explosion soulève déjà des questions sur la proximité des casernes militaires si près des habitations. À cet effet, l'État congolais a demandé une délocalisation des casernes ainsi qu'une opération de déminage de 2 sites à partir de ce mardi. Ils étaient 70% de Sénégalais à se rendre aux urnes à la présidentielle de 2007, mais seulement 51,6% lors du premier tour en 2012. Beaucoup d'électeurs se sont donc abstenus et c'est cet électorat d'abstentionnistes qui constitue désormais la cible des 2 candidats qui devront s'affronter au second tour le 25 mars prochain. Macky Sall et Abdoulaye Wade. Fernand Tenin. Avec seulement 51,58% contre 70% en 2007, le taux de participation a été particulièrement faible au premier tour de la présidentielle sénégalaise du 26 février dernier. Peur liée aux violences qui ont émaillé la campagne du premier tour, indifférence des électeurs vis-à-vis de la chose politique ou bien refus délibéré d'aller voter. Toutes les thèses sont mises sur la table pour expliquer ce fort taux d'abstention de 48%. Vous avez également tous ceux qui pensaient que les dés étaient déjà pipés, que l'élection serait truquée, serait faussée par une fraude électronique. Tous ces gens-là ne se sont pas déplacés. Vous avez encore des frustrés de l'alternance, des partisans du président Wade, des partisans de la première heure qui n'ont pas voulu se déplacer, qui ont boudé. Pour l'heure, chaque camp affûte ses armes. Macky Sall s'est offert l'appui des candidats malheureux de l'opposition, tandis qu'Abdoulaye Wade a commencé à bénéficier des consignes de vote de certains chefs religieux à l'endroit de leurs disciples. Le plus gros défi reste la mobilisation des citoyens qui n'avaient pas voté au premier tour. Mais il ne semble pas facile de convaincre ces abstentionnistes. Nous avons affaire maintenant à des électeurs matures au Sénégal. Est-ce que les électeurs suivront les consignes de vote?
aussi bien d'un côté que de l'autre, hein. Aussi bien du côté les consignes de vote en faveur de Wade ou les consignes de vote en faveur de Macky Sall. Parce qu'en 2000, Djiboka avait donné des consignes de vote en faveur du président Diouf. Mais les citoyens ne l'ont pas suivi. Et le président Diouf a été laminé au deuxième tour. Pour ce second tour de la présidentielle sénégalaise, tout indique qu'entre Abdoulaye Wade, le président sortant, et son challenger Macky Sall, rien n'est encore joué. Et nous venons de l'apprendre il y a quelques instants. Le Conseil constitutionnel a confirmé à quelques voix près les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle. Abdoulaye Wade, 34,81% des voix, suivi de Macky Sall avec 26,58%. En RDC, le Premier ministre Adolphe Mouzito a remis, comme convenu, sa démission au président de la République, Joseph Kabila, qui a pris acte, ce qui va lui permettre de former une nouvelle équipe plus de 3 mois après sa réélection contestée à la tête de l'État. Le parti au pouvoir, le PPRD, étant désormais ultra-majoritaire à l'Assemblée, il devrait pouvoir imposer un nouveau Premier ministre sans difficulté et imposer un gouvernement sur mesure. Le nouveau président de la commission de la CEDEAO a pris fonction en ce début du mois de mars. Il s'appelle Kadri Désiré Ouédraogo, ancien Premier ministre burkinabé. Voici le portrait d'un homme qui nourrit de grandes ambitions pour la communauté. David Chombiano. Kadri Désiré Ouédraogo est depuis le 17 avril 2012 le président de la commission de la CEDEAO. Il aura fallu 3 ans de difficiles tractations et négociations pour trouver un successeur au Ghanéen Mohamed Ibn Chambas, tant le poste était convoité. Le nouveau patron de la CEDEAO n'est pas un inconnu de cette institution sous-régionale qui siège à Abuja. Il a servi entre 1985 et 1993 au poste de secrétaire exécutif adjoint chargé des affaires économiques avant d'intégrer la BCEAO comme vice-gouverneur. C'est de la Banque centrale que Kadri Désiré Ouédraogo est appelé au gouvernement burkinabé pour être son premier ministre, le 3e depuis le retour à la démocratie en 1991. Il assumera cette haute fonction 5 ans durant avant d'embrasser une longue carrière de diplomate. De 2001 à 2012, il est l'ambassadeur du Burkina auprès du Royaume de Belgique et auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Toutes ces expériences faisaient de ce diplômé de la prestigieuse Business School HEC de Paris le meilleur profil pour prendre en main la destinée de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest parmi les candidats qui convoitaient le poste. Le 1er mars 2012, M. Ouédraogo a pris fonction au siège de la CEDEAO pour un mandat de 4 ans, mettant fin à un régime d'intérim à la tête de la commission qui durait depuis 3 ans. La CEDEAO qui met d'ailleurs tout en œuvre pour donner plus de pouvoir à la Commission. Objectif, accélérer le processus d'intégration en Afrique de l'Ouest, un espace stable et favorable à la prospérité économique. Le président de la Commission a donc décliné pour nous les priorités de son action à la tête de la Commission. Je vous propose de l'écouter. Face à beaucoup de défis, mais 2 défis me paraissent les plus importants. Le premier défi, c'est d'assurer la paix, la stabilité et le respect des droits humains à l'intérieur des frontières de notre communauté. Et le deuxième défi, c'est comment assurer une croissance économique durable qui seule nous permettra d'avoir les ressources nécessaires pour faire face aux nombreux besoins sociaux et pour lutter contre la pauvreté. Mais pour réussir tout cela, nous avons besoin d'institutions fortes, animées par des personnels qualifiés et compétents. C'est la raison pour laquelle je pense que nous devons toujours poursuivre et accélérer le rythme des réformes dans le sens de renforcer nos institutions, mais surtout d'associer les peuples et la société civile dans tous nos programmes, de façon à faire de la CEDEAO non pas une CEDEAO des gouvernements, mais une CEDEAO des peuples. Direction à présent le nord du Mali où les combats entre l'armée et les rebelles du MNLA se poursuivent. Depuis la mi-janvier, plusieurs dizaines de milliers de Maliens ont fui leur village pour se réfugier dans les pays voisins, comme par exemple au Burkina Faso. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, s'est donc rendu à Bamako. Il a plaidé pour un cessez-le-feu immédiat. Nianian Elou Traoré.
Convergence de vues entre Maliens et Burkinabés dans la résolution de la crise du Nord Mali. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération régionale était en visite au Mali. Reçu en audience par le président de la République, Amadou Toumani Touré, Yipen Djibril Bassolé a réaffirmé le soutien de son pays aux côtés du Mali dans la résolution du conflit au niveau de notre septentrion. Dénombrés aujourd'hui à 25 000, les déplacés maliens au Burkina Faso sont pris en charge par le gouvernement et les organismes du pays, a rassuré le ministre. Techniquement, on les appelle des personnes réfugiées, mais pour nous, sociologiquement, ce sont des personnes déplacées qui trouvent d'ailleurs refuge dans des familles d'accueil, dans des familles amies. Le tout, c'est de pouvoir s'organiser avec l'aide des communautés régionales et de la communauté internationale, c'est de s'organiser pour subvenir à leurs besoins. Que le jeune, la femme, soit du Mali ou du Burkina Faso, pour nous, nous avons la responsabilité collégiale de pourvoir à leurs besoins premiers. Le ministre Bassolé, en quittant le chef de l'État malien, dit avoir bon espoir de voir ce conflit terminé. Et il est actuellement très difficile d'avoir des informations exactes sur la situation sur le terrain. Alors pour mieux comprendre ce qu'il en retourne, avec nous sur ce plateau, notre éditorialiste Gabriel Mbarga. Bonsoir. Bonsoir Nidia. Alors quelles sont les raisons de cette recrudescence de violence ? Alors, il y a une raison qui est récente et qui est directement liée à ce que l'on observe depuis le 17 janvier précisément dans le nord du Mali, c'est le retour de ceux qu'on appelle les combattants de Libye. En gros, on a observé qu'il y avait un certain nombre de combattants qui étaient rentrés de Libye. Certains ont essayé de réintégrer l'armée régulière malienne, puisqu'il y a des tractations depuis longtemps. D'autres sont livrés à eux-mêmes, dans cette région qu'ils connaissent. Ils préfèrent peut-être une vie beaucoup plus libre comme celle-là. Et puis, il y a ces conflits qui ont repris, probablement qu'ils avaient encore la gâchette, enfin les index chauds parce qu'ils revenaient d'un conflit et parce que, revenant dans cette région qu'ils connaissent, parfois même, on a l'impression, souvent mieux que l'armée malienne, parce qu'ils font la loi sur ce terrain-là, de temps en temps, c'est assez curieux. C'est une région très, très difficile à cerner. Donc ça, ce sont les raisons, on va dire, directement militaires. Mais il y a un contexte politique. Nous sommes arrivés en fin de mandat au Mali. Le président Amadou Toumani Touré va céder la place à celui qui sera élu bientôt. Ces moments sont souvent des périodes où l'État est un petit peu endormi parce qu'on s'attend à une transition et donc, du coup, le pays n'est pas mobilisé comme il le faut sur le plan politique. Et donc, ce sont des moments où on porte les stockades en vue de négociations parce qu'on sait qu'à ce moment-là, l'État a du mal à être géré parce que tout le monde attend que les choses changent d'abord. Et visiblement, les violences se sont aujourd'hui intensifiées. Elles se sont intensifiées parce que le niveau d'armement de ces populations aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'il était dans les années précédentes. Vous savez que ce conflit, il est vieux, il remonte déjà aux années 60, juste après les indépendances. Le niveau d'armement n'est pas le même. Ce sont des soldats, désormais, des personnes très, très entraînées, qui se déplacent très facilement dans une région où, finalement, se mêlent tout un tas d'activités. Il n'y a pas que celle du MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, parce que tout est dans les mots. Libérer quoi ? L'Azawad. L'Azawad, c'est quoi? C'est une région qui est au nord du Mali et les mots ont un sens. Azawad signifie en langue tamashek, qui est donc l'appellation locale des Touaregs, ça signifie territoire de transhumance. Le fait qu'on soit dans un territoire où des gens ont toujours éprouvé la liberté, le sentiment de liberté différemment, n'est pas pour rien dans ce que l'on observe au Mali. Et puis il y a autre chose. Jusqu'à la fin des années 50, l'Azawad était une région autonome qui a été ralliée à la Fédération du Mali, et puis ils ont toujours estimé, parce que ce sont des gens qui ont dit non à plusieurs reprises, et depuis toujours, déjà au colon, puis ensuite au pouvoir qui s'est mis en place, que ce soit Modibo Keïta ou Moussa Traoré, ils ont toujours dit non. Ils ont été réprimés, comme souvent, parce que les questions de souveraineté sont sensibles dans tous les États. Et quand on est réprimé, on fait quoi? On se radicalise la plupart du temps. Autour de quoi? Ils se sont radicalisés autour d'un noyau identitaire, comme si finalement c'est leur identité qui était en cause. C'est pour ça qu'on associe ça souvent très rapidement au mouvement Touareg. Mais les Touaregs ne sont pas les seuls dans cette région. Il y a d'autres communautés qui vivent là, 4 ou 5, même si les Touaregs sont ceux qui impriment le mode de vie de cette région-là. Alors finalement, concrètement, qu'est-ce qu'ils revendiquent, ces rebelles du MNLA? Au départ, ils ont revendiqué une indépendance.
juste au moment où on proclame l'indépendance du Mali, septembre 1960, ils disent, mais de toute façon, nous, on vous a toujours dit non, on ne fait pas partie de cet ensemble-là. Et puis, comme les États ont toujours le réflexe de la force, donc on les renforce dans une position de radicalité, d'irrédentisme, comme on dit souvent, l'irrédentisme touareg. Donc le mouvement politique, le mouvement de réclamation finalement d'une terre, devient autre chose, ça revient à un mouvement identitaire. Mais au fond, cette région de transhumance, comme on le dit, est devenue une région totalement incontrôlée, où il y a pas simplement des conflits militaires, on va dire, de type normal, mais il y a tout un ensemble de trafics qui sont là. C'est la région aussi où se réfugient AQMI, Al-Qaïda au Maghreb. C'est une région qui traverse plusieurs pays. Il n'y a pas que le Mali. Toute cette zone, il y a l'Algérie, la Libye, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. C'est une région qui est vaste, qui échappe à tout le monde et qu'eux, ils connaissent parce que ce sont les hommes de cette terre-là. Donc finalement, ils revendiquent quoi aujourd'hui? Ils revendiquent une espèce de plan Marshall. Vous nous avez brimés, il y a du retard qui a été pris dans notre développement. On fait quoi aujourd'hui? On doit réintégrer des soldats dans l'armée régulière, évidemment, et puis on soupçonne, parce que beaucoup de gens, beaucoup d'experts pensent que dans cette région, il y a de l'uranium, il y a probablement du pétrole. Peut-être qu'ils s'accrochent aussi à quelque chose, des ressources importantes. Peut-être ils rêvent un peu d'un destin au sud, à la sud-soudanaise, mais ça va être plus compliqué pour eux. Alors Gabi, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, Djibril Bassolé a demandé un cessez-le-feu immédiat. Quelle est la réaction des pays voisins ou des grandes puissances? Les pays voisins, évidemment, sont très inquiets. C'est la moindre des choses, parce qu'il y a des mouvements de population qui se déversent sur les pays voisins. Ils ont peur que le conflit déborde sur eux, jusque d'un point de vue militaire. C'est ça la grande crainte. Alors, quand il vient, ce ne sont pas des injonctions qui vont arranger quoi que ce soit, ou des exhortations, comme Alain Juppé qui appelle à un cessez-le-feu. Ces choses ne sont jamais aussi simples. Il a demandé autre chose aussi, la tenue de l'élection présidentielle qu'il pose pour le 29 avril, c'est-à-dire que quelque part, les pays voisins veulent anticiper la présidentielle malienne. On revient à la question du départ. Comme il y a ce temps mort, ce problème de transition, on a peut-être besoin qu'un régime nouveau, qui a une légitimité nouvelle, s'installe et règle rapidement le conflit parce qu'il y a un problème de négociation. Gabriel Mbarga, merci. Revenez quand vous voulez. Merci à vous. Un mot à présent sur la question somalienne. Le Conseil de sécurité s'est félicité ce lundi des progrès obtenus en Somalie, même si beaucoup reste à faire avant la fin du mandat des institutions de transition en août prochain. Mais pour le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Somalie, Augustin Maïga, la seule solution pour garantir la paix et la stabilité, c'est le départ des Chebab. Je vous propose de l'écouter. Un pourcentage élevé de mortalité chez les enfants persiste. Plus de 320 000 enfants en Somalie souffrent encore de malnutrition. Beaucoup de régions qui avaient déjà éradiqué la famine se retrouvent à nouveau menacées. L'incapacité à sécuriser le pays pourrait créer une brèche dans laquelle les rebelles pourraient s'engouffrer. Les populations locales doivent savoir que seul le départ des Chebab pourrait garantir la paix et la stabilité. C'est dans ce sens que nous avons publié un rapport intitulé « La politique de la réconciliation et de la stabilité dans les régions libérées du Sud et du centre de la Somalie ». Les experts de plusieurs pays africains membres de l'Union africaine réunis à Yaoundé pour réfléchir sur la mise en œuvre du processus de décentralisation dans les États africains. Pendant 5 jours, ils vont s'appesantir sur l'institution d'une journée africaine sur la décentralisation et le développement local. Mélanie Beteb. C'est en 2010 que l'application effective de la loi sur la décentralisation a commencé au Cameroun. 11 départements ministériels ont déjà transféré une partie de leurs compétences aux collectivités territoriales décentralisées. C'est ainsi que la construction de certaines infrastructures comme les salles de classe, les dispensaires et les projets de développement agricole sont réalisés par les communes. Il s'agissait beaucoup plus de transferts de ressources qui permettent aux collectivités d'exercer elles-mêmes les compétences qui leur ont été transférées par les lois de 2004. Donc depuis 2010, l'État transfère beaucoup d'argent aux communes pour que ces compétences qui ont été énumérées par la loi soient exercées par les populations elles-mêmes à travers leurs collectivités.
Une mise en œuvre du processus de décentralisation au Cameroun qui a encore du chemin à faire. La réunion des experts de l'Union africaine qui se tient à Yaoundé va sûrement aider plusieurs pays africains, comme le Cameroun, à asseoir leur décentralisation. Il faut que nous ayons un référentiel panafricain. C'est-à-dire que lorsque vous vous prononcez, par exemple, l'Union africaine se prononce par rapport aux réformes de la décentralisation dans un pays, elle le fait sur la base des critères qui sont arrêtés de commun accord. La conférence africaine pour la décentralisation et le développement local travaille aussi à l'institution d'une journée africaine pour le développement communautaire. L'Union africaine comprend que sans une gouvernance ouverte qui accès aux populations, il est impossible d'avoir un développement vraiment réel. Si les consultations sont menées à bien, la journée retenue pour impulser la décentralisation et le développement local dans les pays de l'Union africaine sera le 10 août de chaque année. Les travaux de Yaoundé s'achèvent ce vendredi. Et puis de l'autre côté de l'Atlantique, un jour décisif pour les républicains américains. Les 10 États étaient appelés ce mardi à se prononcer sur le choix du futur adversaire de Barack Obama lors de la présidentielle de novembre prochain. Le millionnaire Mitt Romney espère ainsi consolider sa position de favori alors que la course reste encore indécise. Et c'est justement ce même super mardi que le président Barack Obama a choisi pour tenir sa première grande conférence de presse de l'année, même si la Maison-Blanche assure qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Et l'on se quitte sur ces images qui nous parviennent du Kenya où plusieurs ethnies se sont rassemblées pour une cérémonie bouddhiste célébrée pour la première fois en Afrique. Pour l'occasion, des leaders bouddhistes sont venus du Japon. Ils espèrent par la même occasion réconcilier des tribus en conflit depuis des générations. Et c'est ainsi que notre édition touche à sa fin, mais avant un dernier rappel des titres. Au Congo, les derniers foyers d'incendie ont été maîtrisés dans le dépôt de munitions de Brazzaville, dont l'explosion a fait plus de 150 morts. Le déminage du site va débuter alors que l'aide internationale arrive, notamment pour soulager les hôpitaux saturés. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a donné les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle. Un second tour Ouattara pour le 25 mars a été confirmé. 2 candidats qui n'ont pas attendu pour commencer à draguer les abstentionnistes. Et enfin, sur le conflit malien, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, a été reçu par le président malien, Amadou Toumani Touré. Il juge impératif d'obtenir un cessez-le-feu et propose un agenda de sortie de crise qui devrait permettre la tenue de l'élection présidentielle malienne. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de votre attention. Restez avec nous tout de suite, la suite de vos programmes sur Télésud, bien sûr. Et en attendant de vous retrouver demain, je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. À demain.